2016, on était sur l'acquisition et tu étais en train de dire que vous vous rendiez compte. Et on se rendait compte que ça coûtait une blinde, Ouais. que c'était plus scalable tel qu'on le disait. Effectivement, l'algorithme Facebook a changé. On a utilisé d'autres relais d'acquisition, de relance, de parrainage, etc. On se rendait compte que l'acquisition payante nous coûtait une blinde. Et on a fait le choix, enfin 2 choix qui à mon sens ont été assez stratégiques. Le premier, c'est de travailler sur le SEO, c'est-à-dire de travailler davantage le référencement naturel. Le deuxième chantier stratégique, c'est de se dire, 1, il faut qu'on grandisse en espace, et 2, il faut qu'on lance une offre B2B, parce que là, on est extrêmement sollicité par beaucoup d'acteurs et sur lequel on fait no-go systématiquement parce qu'on se dit que c'est pas notre métier. Or, on s'en est rendu compte à ce moment-là, en fin d'année, c'est notre métier. C'est notre métier. En fait, avec les mêmes machines, les mêmes savoir-faire, on peut lisser la saisonnalité qu'on retenait, qu'on voyait régulièrement. Il y a une saisonnalité dans le t-shirt. Il y a une t-shirt. saisonnalité énorme sur le B2C. Nous, on fait 40% de notre chiffre d'affaires entre le 10 novembre et le 10 janvier. Bonjour, je suis Laurent Crête et vous allez écouter Le Panier, un podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes d'acteurs du commerce en ligne. Mon objectif avec Le Panier, c'est de vous faire gagner du temps en allant chercher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer ou progresser dans la vente en ligne. Acquisition, plateforme, panier moyen, emailing, logistique, on abordera ici tous les sujets du e-commerce. Le Panier vous est proposé par Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie digitale, qui accompagne ses clients dans la croissance de leur business en ligne. Fondé par 4 entrepreneurs, Cosa Vostra met les mains dans le cambouis et crée également ses propres startups afin de mieux maîtriser les problématiques de ses clients. Nous adorons les défis et serions ravis de relever les vôtres. Contactez-nous sur lepanier@cosavostra.com ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute! Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce 15e épisode du Panier. Et aujourd'hui, on va parler fashion. Je reçois Nicolas Serre, fondateur de Run Better, qui est une offre d'impression textile B2C, B2B événementiel, avec T-Shirt Corner, Prince Live, l'atelier T-Shirt, entre autres. Nicolas évolue dans un domaine ultra concurrentiel, l'impression en ligne, qu'elle soit sur textile, sur du papier ou sur des goodies, compte un nombre incroyable d'acteurs. Les ramifications sont nombreuses, l'intermédiation très grande et les barrières à l'entrée assez faibles. On a d'ailleurs ici au bureau un gars jeune et brillant qui avait lancé un t-shirt « J'ai braqué Colette » quelques heures à peine après le braquage de Colette en mars 2014. De mémoire, il en a vendu 11 000 dans les heures ou les jours plutôt qui ont suivi. Ce que j'aimerais comprendre avec Nicolas aujourd'hui, c'est comment on évolue dans ce milieu concurrentiel, comment on s'assure d'un niveau de stock minimum, comment on construit une gamme profonde avec de nombreux designers, et puis comment on passe du B2C au B2B pour aller chercher, j'imagine, mais tu me corrigeras, des relais de croissance, de la marge, du volume et un panier moyen élevé. Je remercie au passage Bruno Soulez qui m'a permis de te contacter. Absolument. Merci Bruno. Qui anime un excellent podcast qui s'appelle If This Then Dev, podcast qui décode les sujets et tendances dans l'univers de l'innovation et des technologies. Tout à fait. Salut Nicolas. Salut Laurent. Pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter Run Better ? Oui, bien sûr. Alors, Run Better est une SAS qui a été créée il y a aujourd'hui 4 ans, pile poil, le 21 octobre 2015, avec mon associé Alain. On était tous les deux potes en école de commerce, il y a quelques années de ça. Et après 10 ans de salariat, on a troqué nos costards et nos chemises. Vous étiez dans quelle école ? Alors, on était à l'IPAG, IPAG Business School à Paris tous les deux. Lui plutôt en formation ressources humaines et moi en formation commerciale. Donc on a bossé pendant 10 ans, lui et moi, sur différents sujets. Lui sur la partie chasse de tête, plutôt high management. Et moi, pour ma part, je travaillais dans la direction commerciale d'ingénierie d'affaires où je vendais des avions et des armes pour Thales, pour la DGA, pour Safran, etc. Et le projet est né d'un constat simple, c'est qu'on se considérait comme étant de mauvais salariés. Dans la mesure où, que ça soit lui ou moi, on ne se projetait pas comme étant salarié toute notre vie et qu'on cherchait à la fois de prendre des décisions et pouvoir les appliquer en notre nom. Donc du coup, fort de ce constat-là, il m'a invité à manger un soir de 2015, début 2015, en me disant « Écoute, voilà, moi j'ai un projet. Ce projet, c'est d'utiliser une nouvelle technique qui s'appelle l'impression numérique, qui permet, de la même manière qu'une imprimante imprime un papier en quelques secondes, de faire la même chose sur des textiles.
Et en quelle année? C'était en 2015, début 2015. Ça se développe en Europe, en France à l'époque? Ça se développait, en fait, ça venait du Japon. C'est une technologie qui vient de plusieurs groupes, mais principalement Browser, qui est une marque japonaise, qui avait développé cette technique et qui permettait de répondre aux petites séries au Japon. C'est-à-dire qu'au Japon, les gens cherchaient à faire de la petite impression textile en petit volume sans passer par la Chine ou par des grands donneurs d'ordre qui allaient faire 10 ou 15 000 pièces. Donc cette technologie est arrivée en France au début des années 2000, milieu des années 2000. 2010, on a un copain de l'IPAG aussi qui avait créé la première boîte qui s'appelait l'Atelier Hamelot, qui utilisait cette impression numérique-là. Tout à fait, ouais. Absolument, qui est un copain qu'on héberge aujourd'hui chez nous, chez T-Shirt Corner. Okay. Et qui a créé cet Atelier Hamelot qui existe toujours chez Citadium, etc. Lui a quitté l'aventure parce qu'il avait des velléités de création d'offres un peu plus, justement, global, B2C, B2B. Il nous a rejoint dans l'aventure. Et en 2015, avec Alain, on lance Run Better, on s'installe à Saint-Ouen et on lance notre première plateforme qui s'appelle donc T-Shirt Corner, qui existe toujours aujourd'hui et qui avait pour objectif d'être the place to tee, c'est-à-dire d'être la plateforme qui permettait à tout le monde de trouver son t-shirt. Vous avez bien entendu un the place to tee comme t-shirt, évidemment. Exactement. Ok. Donc là, on est en 2015. Là, on est en 2015, on lance l'offre, on s'installe à Saint-Ouen, on est 2, on fait tout nous-mêmes, mais on n'a pas de machine. Et puis, on fait le premier POC, donc on lance le 21 octobre 2015 la plateforme T-Shirt Corner, et le 31 décembre 2015, on clôture pour voir un peu les résultats de notre POC. On voulait faire 15 000, on en a fait 40, je crois, d'euros de chiffre d'affaires sur 2 mois. Et là, on se dit, bon... 40 000 en 2 mois 40 000 en 2 mois. Avec un POC. Avec un POC. Il y a quoi dans ce POC? Dans ce POC, il y avait une plateforme qui s'appelle donc T-Shirt Corner, qui est sous PrestaShop. Un partenaire qui était donc Clément de l'Atelier Hamelot, qui nous imprimait les t-shirts. Et surtout, une force de frappe marketing. C'est-à-dire que Alain et moi, enfin Alain surtout est très bon dans tout ce qui est analyse marketing. Moi, c'est plutôt les sous et la gestion. Et on a tout de suite dit, ok, très bien, on a un peu d'argent. Faisons un essai. Si on met 5 € sur Facebook, combien ça nous rapporte? Et on a développé le premier POC principalement par le SIA, ce qui est normal, puisque on n'avait pas de SEO ou très peu en 2 mois, on n'est pas encore incrémenté. C'est comme ça que tu construis, ouais. Donc PrestaShop, un peu d'achat média, un peu social media. Exactement, okay. SIA, Facebook principalement, même pas de Google AdWords, rien du tout, que du Facebook. Là-dessus, on dépense un peu. Quelques designs quand même. Ouais. Que vous avez fait faire, que vous avez fait. Ouais, tout à fait. Ok. Tout à fait. Et ça dure donc 2-3 mois. On fait ce POC-là. On se rend compte qu'on met, du coup, je crois, quelque chose comme 4 ou 5 000 € de Facebook et on fait 30 ou 40 000 € de chiffre d'affaires. Donc, du coup, on pense que le système est rentable. On commence à développer. On achète notre première machine pour internaliser la production. On recrute nos premiers salariés, on a loué une partie un peu plus importante à Saint-Ouen et là on arrive à un premier seuil de rupture, fin 2016, début 2017. Donc 1 an plus tard. Un an plus tard, ouais. Où là on se rend compte en fait qu'on a 2 choses à modifier. La première c'est notre staff, c'est-à-dire qu'on peut plus tout faire tout seul, il faut consolider l'équipe. La deuxième c'est travailler sur la rentabilité et plus uniquement que du SIA à Facebook. Et le troisième constat, c'est de se dire que des relais de croissance, il va falloir en chercher rapidement parce que comme tu le disais très justement en introduction, c'est un marché concurrentiel où le ticket d'entrée n'est pas très important et que si on ne faisait pas d'efforts, qu'on se remettait pas en question, qu'on faisait pas de recherche et développement et qu'on cherchait pas de relais d'offres, dans 6 mois, quelqu'un prenait notre place avec une offre tout aussi intéressante et quelques économies d'échelle en plus. Donc là, on est fin 2016. Juste pour revenir au POC, donc PrestaShop, achat média Facebook, le PrestaShop, vous le faites en interne? On l'a fait pas en interne, on l'a fait faire par le directeur technique de PrestaShop. Voilà. Rien que ça. Voilà, parce qu'à l'époque, c'est toujours le cas, je m'entendais très bien avec Bruno, qui est le PDG cofondateur de PrestaShop, puis successivement avec les DG qui ont été mis en place, notamment et récemment quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Alexandre Rumi, qui est le nouveau directeur général président de PrestaShop, qui, au-delà d'être quelqu'un qui comprend bien les problématiques des e-commerçants, est quelqu'un de très accessible et intéressant et qui nous a tout au long et encore récemment accompagné, mis dans les pattes, je dirais, des acteurs importants du e-commerce qui nous ont permis de grandir. Et à l'époque, Bruno m'avait mis donc Vincent Terenti, qui était le patron de l'offre client chez PrestaShop, et Bruno Lévesque. Bruno Lévesque, ouais, qui est passé dans Génération Do It Yourself d'ailleurs, avec mon associé Mathieu Stéphanie. Tout à fait, qui était le directeur technique PrestaShop et qui nous a développé la première. Voilà. Donc PrestaShop, un peu d'achat média, 40 KE, ça
ça vous permet de penser que l'essai peut être transformé. En tout cas, ça prouve le POC. C'est ça. Et en 2016, vous faites quoi ? Et alors en 2016, on consolide l'offre, on achète nos machines, on recrute, on prend une petite extension à Saint-Ouen, et là on se rend compte... Ça coûte combien une machine ? Une machine, ça coûte entre 10 et 25 000 euros. Ok. Hors taxe, avec mise en place, etc. Après, il y en a des beaucoup plus chères, mais en tout cas, celles qu'on utilise sont à ce prix-là. Il y a des machines qu'on appelle les cornites, qui sont un peu la Rolls de la machine d'impression. On peut tout faire avec, mais ça coûte une fortune. Donc ça, on n'en a pas encore. C'est pas trop l'objectif à court terme. Mais voilà, en tout cas, les machines qu'on utilise coûtent entre 10 et 25 000 euros. Et en 2016, on achète la première, on augmente un peu l'espace. Et là, on se rend compte que... sur fonds propres ? Sur fonds propres, toujours. Et vous y êtes toujours aujourd'hui ? On est toujours sur fonds propres, absolument. On s'est endetté par des voies classiques, je dirais, bancaires ou autres. On a un taux d'endettement qui est extrêmement faible, puisque en gros, notre politique, c'est de prendre 2-3 prêts par an et d'en reprendre un quand le premier est remboursé. Ok. Et on est sur des volumes qui sont... C'est une politique, ça ? C'est une politique interne, c'est de se dire on veut pas un taux d'endettement très fort. Ouais. C'est une forme de gouvernance, effectivement. Ouais, c'est plutôt une forme de gouvernance. Nous, ce qu'on se dit, c'est que l'argent est pas cher en ce moment à emprunter. Prendre des relais qui sont financés par les organismes bancaires ou les acteurs type BPI ou les organismes d'entrepreneurs type Entreprendre ou Initiative, c'est des choses intéressantes parce qu'on s'ouvre un réseau. 2, on va récupérer de l'argent qui est pas cher. Et ça nous permet systématiquement d'avoir des lignes qui sont absorbables en termes de remboursement. Aujourd'hui, on doit avoir un taux d'entêtement de 7-8%. Ok. Voilà. Donc, autofinancé, vous achetez vos premières machines, on est en 2016. Oui. Et comment se finit l'année ? L'année se finit avec 300 000 euros de chiffre d'affaires. Ok. Donc là, on se dit que c'est bien parti. Donc 10 fois plus que pendant les 3 mois de POC. Ouais. Exactement. Et là, il y a un événement qui est assez intéressant, c'est qu'on parlait de seuil d'inflexion ensemble tout à l'heure. Alors, il peut y avoir un seuil d'inflexion, enfin en tout cas un point d'inflexion positif ou négatif. Nous, on en a senti un peu négatif à ce moment-là, c'est que ce qui semblait être proportionnel pendant un temps en termes d'acquisition ne l'était plus. C'est-à-dire là où on mettait 5 euros pour en faire 25 chez Facebook, on mettait 500 et on faisait 1500. Donc là, on se rendait compte qu'en fait, on arrivait à un seuil de rupture où le modèle n'était plus scalable à l'infini avec des niveaux de rentabilité qui étaient ceux qu'on avait rencontrés. C'est ce qu'on voit sur d'autres clients ou d'autres secteurs, notamment sur Envoûté par exemple, mais c'est pas linéaire. C'est pas linéaire du tout. Ce serait tellement simple si c'était linéaire. Bah oui. Tu fais ton test, tu fais ton POC, tu testes le marché, tu testes le levier, ça marche, boum, tu investis plus. Ça. Mais non, c'est pas le cas. Et non. Comment vous en rendez compte ? On s'en rend compte d'une part par les dépenses. Où on voit qu'on continue à dépenser en multipliant un peu les dépenses et qu'on se rend compte que les rentrées sont plus les mêmes. D'autre part, on se rend compte aussi que la longévité de la pertinence d'une mise en avant de poste, pour ne citer que cet exemple-là, par exemple, on fait un poste, on le met en avant, on le met 500 euros la première journée. La deuxième journée, on va avoir 2 fois moins d'impact ou de relais que la première. Donc, on aura beau avoir mis le même montant, on aura moins de likes, moins de relais, moins de commentaires, etc. Ouais, alors, je veux pas dire de bêtises, mais 2016-2017, c'est aussi l'époque où Facebook a beaucoup changé son algo. L'algo a complètement changé. Ouais. L'algo a complètement changé et généralement, nous, l'analyse qu'on en a faite, je dis pas que c'est la bonne analyse, je dis que c'est celle à notre petite échelle qu'on a faite, c'est que Facebook cherchait à attirer un maximum de volume de petits acteurs qui faisaient pas de pub avant, donc qui ont l'impression que ça soit rentable rapidement en mettant un peu d'argent. Et puis les gros, on les fait cracher et plus. Les moyens, on les fait cracher. Les gros, c'est rentable. Okay. C'est toujours rentable. C'est-à-dire qu'un acteur qui mettra... vous vendez un panier moyen, le canapé par exemple, poltronné sofa, qui va coûter 6 000 balles. Mettre 400 balles d'acquisition sur un canapé, c'est pas très grave. Nous, sur un panier moyen, T-shirt Corner, à l'époque, en 2016, qui était à 27 euros, mettre 10 euros d'acquisition, c'est se tirer une balle dans le pied. Je te demande pas si t'es rentable à ce prix-là, mais ok. Et donc ça, c'était, tu m'as dit 27 euros le panier moyen, c'était en 2016. Fin 2016, on était à 27 euros. Ok. Toujours, on est que sur du B2C. Que du époque. B2C à ce moment-là. Ok. Et là, de plus en plus, effectivement, on se rend compte là que l'acquisition nous coûte de plus en plus cher et on se dit quand même, on a des machines, maintenant on a une machine, on a un salarié qui sait travailler, on a des locaux.
Je reprends juste un truc pour que nos auditeurs puissent situer. Donc, le POC, quelques mois, 40 KE. 2016, tu m'as dit 300. C'est ça. Le Parisien a publié qu'en 2018, vous aviez fait 1 million. C'est ça. Et en 2019, vous comptez combien ? 1 million 3, 1 million 5. Okay. Sachant qu'on a ralenti la croissance cette année. D'accord. Donc, on a fait 40, 300. En 2017, 600. Vous étiez à 600, c'est ça. 1 million, 1 million 3, 1 million 5. C'est ça. C'est une belle croissance. Donc, 2016, on était sur l'acquisition et tu étais en train de dire que vous vous rendiez compte. Et on se rendait compte que ça coûtait une blinde, ouais. Que c'était plus scalable tel qu'on le disait. Effectivement, l'algorithme Facebook a changé. On a utilisé d'autres relais d'acquisition, de relance, de parrainage, etc. On se rendait compte que l'acquisition payante nous coûtait une blinde. Et on a fait le choix, enfin 2 choix qui à mon sens ont été assez stratégiques. Le premier, c'est de travailler sur le SEO, c'est-à-dire de travailler davantage le référencement naturel, là où, pour ne pas les citer, notre concurrent direct, Monsieur T-Shirt, était très bon. On peut pas leur enlever, ils sont très bons sur le SEO, ils ont toujours travaillé là-dessus, c'est un peu leur métier de base. Nous, on était excellents en marketing, excellents dans l'offre, mais on avait mis de côté cette partie SEO pendant un moment. Donc le premier chantier stratégique qu'on met en place, c'est du travail sur le SEO. Le deuxième chantier stratégique, c'est de se dire, 1, il faut qu'on grandisse en espace, et 2, il faut qu'on lance une offre B2B, parce que là, on est extrêmement sollicité par beaucoup d'acteurs et sur lequel on fait no-go systématiquement parce qu'on se dit que c'est pas notre métier. Or, on s'en est rendu compte à ce moment-là, en fin d'année, c'est notre métier. C'est notre métier. En fait, avec les mêmes machines, les mêmes savoir-faire, on peut lisser la saisonnalité qu'on retenait, qu'on voyait régulièrement. Il y a une saisonnalité dans le T-shirt. Il y a une saisonnalité énorme sur le B2C. Nous, on fait 40% de notre chiffre d'affaires entre le 10 novembre et le 10 janvier. Ok, je tire le trait, donc vous faites la moitié en 2 mois. Quasiment la moitié en 2 mois. En 3 mois, tu fais la moitié. En 3 mois. Okay. Tu rajoutes février avec la Saint-Valentin et on fait 50% du chiffre d'affaires en 3 mois. Ok, et ensuite, tu as des creux. Et ensuite, on a des creux assez forts. Donc, mars, les gens ont plus d'argent, on a payé les impôts, il y a eu les vacances de ski et les gens ont plus d'oseille. 2, avril, les gens sont plutôt aussi dans l'investissement. On se rend compte que dans plusieurs secteurs, pour en avoir parlé avec des amis qui sont dans d'autres choses, avril est systématiquement aussi un mois dans le business en retail, e-commerce, etc., qui est un peu compliqué. Et fin avril, ça redécolle. Mai, juin, juillet, c'est un pic. Août, on vend un peu, mais c'est pas foufou. Ça redescend septembre, octobre et ça repart au Black Friday le 20 novembre. Tu le sens, le Black Friday ? Le Black Friday, c'est simple. L'année dernière, je vais te donner un exemple. L'année dernière, la veille du Black Friday, on fait sur T-Shirt Corner une journée pourrie. Une journée pourrie, c'est 600 €. On fait 600 € de vente dans la journée sur T-Shirt Corner, la veille du Black Friday. Le lendemain, le jour du Black Friday, on fait 11 000 € dans la journée. 600, une journée pourrie, 11 000 le lendemain pour le Black Friday. Le lendemain pour le Black Friday. Ok. Pour te donner une idée. Mais alors bon, t'as pas beaucoup d'antériorité dans le business en ligne, mais le Black Friday, c'est quand même incroyable, son essor, ces dernières années. C'est fou. Nous, on l'a vu en fait en 2015 quand on s'est lancé, on l'a même pas fait le Black Friday, ou quasi pas. Pourtant, on était en plein dedans le 21 octobre, 21 novembre, on était en plein dedans. On l'a quasiment pas fait. L'année qui a suivi, on a été harcelé par toutes les newsletters des copains, etc., en disant Black Friday dans 3 jours, etc., etc. Et on a commencé à s'intéresser au sujet. C'est l'américanisation du business, quoi. Bientôt, on fera Thanksgiving. C'est ça. Non, mais en fait, c'est la cyclisation. Enfin, moi, je l'analyse comme ça. C'est la cyclisation des actes d'achat. C'est-à-dire qu'avant Noël, personne ne fait de réduction. Tout le monde achète, tout le monde a besoin de cadeaux. Le panier moyen, on sait que c'est 100 € de dépenses par Français en moyenne. Et sur le net. Et le Black Friday, c'est le seul moment, une semaine ou 2 avant les grandes dépenses de Noël, où tu peux avoir jusqu'à 40 ou 50% de réduction sur les sites. Ouais, donc on se lâche. Le monde client se lâche. Comme le... Ok. Oui, il vous fallait des relais de croissance. Il nous fallait des relais de croissance. Donc B2B, et là on commence à se renseigner un peu. Moi, j'ai des changements de vie personnelle aussi, et avec mon associé, on se dit on peut pas avoir d'espace. On avait visité des dizaines et des dizaines de locaux à Saint-Ouen, dans le coin, Saint-Denis. On voulait rester dans le nord parisien, etc. Et puis on trouvait pas. Ou trop cher. Et là, on s'est décidé à partir plus loin. Mon associé étant de Chantilly, on s'est dit on va aller s'installer dans l'Oise. Vous êtes installé près de la Haras de Magacan. Exactement, on s'est dit on va investir dans le Poney. Ouais. Du coup, on s'est installé à Chantilly, 350 mètres carrés d'atelier, classé en monument de France, les anciens locaux de Canal+. Génial. Donc super, on était ravis, pour le même prix que ce qu'on payait pour 25 mètres carrés à Saint-Ouen.
Ouais, évidemment. Donc du coup, on est ravis. On fait faire des travaux par notre propriétaire et début novembre 2016, on s'installe de mémoire, ou 2017, oui c'est ça. On s'installe. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Ok. À Saint-Ouen. À Chantilly. Ok. Et vous lancez une offre B2B. Et on lance Love B2B dans la foulée. C'est quoi Love B2B ? Alors Love B2B aujourd'hui, c'est simple. On se rendait compte, comme je le disais tout à l'heure, c'est que c'était les mêmes métiers, les mêmes équipes, les mêmes savoir-faire. Et là, on se dit, ok, très simple. Aujourd'hui, on a cette saisonnalité qui peut nous pourrir la vie par moment. Et ben, comment on peut faire pour la lisser ? Le bon moyen, c'est de faire rentrer une offre qui soit complémentaire et qui est celle du B2B, qui a 2 avantages. Panier moyen plus important et fidélité un peu plus forte. C'est-à-dire que le consommateur B2C, pour le faire venir, c'est compliqué. Le faire racheter, c'est encore plus compliqué. Le faire rester, c'est encore plus compliqué. Et sur le B2B, on se rendait compte que, oui, c'est un peu plus compliqué, un peu plus long de les faire venir, mais c'est moins cher. Parce qu'un professionnel qui recherche l'information et qui tape sur Google ou qui regarde ou qui clique sur une pub qui l'intéresse parce qu'il a vu une pub vaut 50 t-shirts à partir de 5 € et qui nous contacte, quelque part, il est déjà dans une démarche d'achat et il va t'acheter 100 t-shirts et pas un. Ouais, évidemment. Et ok. Et donc, vous lancez ça comment ? Donc, c'est un nouveau site. Hein. Un nouveau site, une nouvelle plateforme qui est plus en PrestaShop, mais un WordPress Okay. assez simple, puisqu'on ne vendait pas en ligne. C'était plutôt de l'informatif. On mettait à disposition nos savoir-faire. Et à l'époque, donc, pas possibilité de commander en ligne pour les pros ? Non. Ok. Pas direct, en tout cas, pas de payer en ligne. Commander en ligne, oui. Payer en ligne, non. Donc on a créé cette plateforme qui s'appelle donc l'atelier T-shirt Corner, sur lequel à l'époque il y avait 3 offres. Je vais en détailler 2 et je viendrai à la 3e plus tard et j'expliquerai pourquoi. Les 2 premières étaient donc une offre de production en volume pour les professionnels. Exemple. Donc je fais imprimer mes t-shirts Cosa Vostra. Exactement, Cosa Vostra a besoin de 1000 t-shirts pour un événement, pour habiller les 900 personnes de l'équipe. Et à ce moment-là, on vous fait les productions en volume en quelques jours. Deuxième offre, c'était le dropshipping. C'est Cosa Vostra crée une marque de t-shirts et ils disent écoutez, nous on n'a pas envie de s'embêter à imprimer des t-shirts et à les expédier parce que c'est pas notre métier. Nous, notre métier, c'est d'animer des communautés, de faire du marketing et quelque part de créer de la valeur. Donc chargez-vous pour nous d'imprimer et d'expédier en flux tendu les t-shirts et on vous rémunérera à la fin du mois. Donc l'avantage pour le partenaire qui fait appel à nous, c'est qu'on lui fait une avance de trésorerie sur un mois sur sa production. Le deuxième avantage, c'est qu'il ne fait absolument rien, il vend et il récupère. Et le troisième avantage, c'est qu'on est parmi les moins chers du marché pour des cotons bio. Et que du coup, ça a permis de gagner des contrats comme ceux de Charlie Hebdo, le Rex Club, le Moulin Rouge, Believe Digital. Ils vendent les t-shirts Charlie Hebdo, Moulin Rouge ou autre, c'est ça, sur leur site ? Ils vendent leur site. Ils ont sur leur site, leur plateforme, que pour partie, on leur a développé. Charlie Hebdo ou Tennis Legend, on leur a développé leur site, par exemple. Et on leur propose de vendre également, pas de vendre, mais de produire et d'expédier pour leur compte, en marque blanche, leurs produits. Ce qui fait que nous, on n'apparaît pas, sauf si le client le souhaite. On a certains clients qui nous mettent dans leurs conditions générales, dans le cadre des politiques de retour. Parce que les retours se font chez vous ? C'est au choix. Chez eux ? C'est au choix. Et certains clients nous disent, moi, j'ai pas du tout envie de voir la couleur d'un t-shirt, donc vous vous débrouillez, vous faites absolument tout et on s'occupe de tout. Dans ce cas, ça veut dire que vous mettez en place une API, des plugins ? C'est ça. Alors, dans le cadre du dropshipping, au début, pour être tout à fait franc, on fonctionnait vraiment à la mano. C'est-à-dire, on a mis en place des Dropbox. Et je dépose une commande et vous la traitez. Et on déposait la commande dans un dossier Excel et on remplissait à la main le Excel et on vous le restituait. Aujourd'hui, on a créé un partenariat avec un donneur d'ordre qui sont des copains et qui sont excellents dans leur domaine, qui s'appelle Wing, qui font de l'expédition et on a signé un partenariat avec eux pour mettre en place un système qui permet, via des API et des plugins, nous de récupérer un certain nombre d'informations qui nous permettent, 1, de traiter les commandes, 2, de les expédier, 3, d'informer les clients du statut de la commande. Donc, qui est-ce que je plug à mon e-commerce si je veux faire du dropshipping de t-shirt ? Quand je dis t-shirt, c'est un peu réducteur, mais oui, pour du textile au sens large. Peu importe. Il y a un petit environnement de 2-3 modules à installer qu'on se charge d'installer. Wing. Ok. Et alors API Wing plus quelques petits modules qu'on a aussi nous et qu'on installe et qui permettent notamment de l'export de commandes, des rapports de production, etc. qu'on a développé nous. Ok. Et qui permettent de récupérer de l'information et cet environnement de développement qui à terme va être intégré sur une plateforme commune l'année prochaine, qui du coup s'affranchira de plugins, d'API, etc. qui soient différentes. Il y aura une solution pluguée chez tout le monde et on aura toute l'information. Et vous avez quoi comme plugin aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est des plugins. Il y a Wing qui est un. Quelle plateforme, je veux dire ? Shopify, PrestaShop, alors, nous, WooCommerce. on peut se plugger sur Magento, Shopify, PrestaShop. Et ça, c'est avec un plugin ? Ça, c'est avec un plugin et via une API sur du from sur scratch. Tout ce qu'on veut, quoi. Ouais, okay. Tout à fait, ouais. Ok. Et donc, vous lancez ça en 2017
2017, fin 2017, ok. Donc on s'installe à Chantilly, on lance Love B2B, on se dit qu'on va faire, je crois que c'était 60 000 € la première année, et on en fait 150. 150, quel est le ratio entre dropshipping et B2B? C'est 50-50. Enfin, je dis B2B, mais production volume, quoi. tout à fait. Ouais, c'est à peu près 50-50, ça restait relativement stable jusqu'à fin 2018, où on a fait 50% de dropshipping, 50% de production en volume. Voilà. Ok, entendu. Ça, c'est sur la partie B2B, donc ça se lance. Dans la foulée, donc l'année 2017 s'écoule. On fait donc 600 000 € de chiffre d'affaires en 2017, donc on double, dont 150 000 € de B2B là-dedans. Et là, on se dit, ok, super, on a réussi à gommer un peu la saisonnalité, ce qui est vrai. On avait réussi quand même à franchement gommer cette saisonnalité qui était assez compliquée à assumer, notamment en termes de trésorerie, grâce au B2B. Et là, on se dit deux choses. La première, c'est on a quand même beaucoup de sollicitations aussi sur de l'animation. Et aujourd'hui, il n'existe pas ou très peu d'offres et qui sont assez sporadiques sur la partie animation, personnalisation. Or, dans tous les magazines, dans tous les articles d'économie, dans toutes les grandes tendances, et d'ailleurs dans un des discours alors on aime, on n'aime pas, mais en tout cas il dit pas que des conneries, Jacques Attali avait fait une conférence et il parlait justement de la notion d'expérience et de personnalisation qui allait devenir de plus en plus l'apanage du retail. Ouais, là-dessus il était loin de se tromper, quoi. Et là-dessus il n'est pas tombé à côté de la plaque. Et c'est vrai que nous on avait fait ce constat-là pendant un moment. Et on a finalement décidé de ne plus communiquer comme on le faisait à l'époque sur T-Shirt Corner, en disant on est les créateurs de T-Shirt Corner, mais plutôt on est les cofondateurs d'un groupe qui s'appelle Run Better et qui a pour objectif aujourd'hui, à l'époque fin 2017, début 2018 et encore plus aujourd'hui, la position du groupe, c'est plutôt de se positionner comme étant le premier acteur à venir européen, numéro 1 en personnalisation et customisation de tout ce qui est services et produits. Donc ça passe du textile au mug, à la casquette, ça peut être du drap de plage, etc. Et le principe est de servir sur deux tendances. Le principe du do-it-yourself, de la personnalisation, c'est-à-dire de l'objet unique. Et la seconde, c'est sur la tendance du RSE, c'est-à-dire de la responsabilité sociétale d'entreprise, où nous, en fait, on n'utilise que des encres bio, des cotons bio, on imprime à Chantilly, on trie tout et on limite l'impact carbone en déplaçant les machines et en imprimant que ce qui est nécessaire dans les entreprises pour éviter la surproduction, les surstocks et d'envoyer finalement des bases vierges au Bangladesh qui ont été faites au Bangladesh pour qu'elles reviennent en France une fois qu'elles ont été imprimées là-bas. Donc nous, on les fait venir une fois, on les stocke chez nous, on les imprime et on les amène en main propre avec impact réduit ou on les fait sur place. Ok. Pour prendre un tout petit peu de hauteur et peut-être un peu de recul aussi, tu peux me décrire quels sont les différents acteurs de ce milieu ? Donc il y a les dropshippers, il y a les gens qui produisent, il y a les gens qui produisent et vendent, il y a les designers. Qui évolue dans ce milieu ? Il y a un peu tout le monde. C'est vrai que c'est une galaxie assez complexe. Si on fait l'inverse de l'entonnoir, c'est-à-dire on part de la pointe et on va vers la chose la plus large, nos concurrents directs à nous, ça va être des gens comme Monsieur T-Shirt ou Rad. Rad a fait un dépôt, a été racheté, relancé récemment. Rad avait un positionnement un peu différent du nôtre qui était monoproduits ou avec des partenariats, c'est-à-dire que c'était que leur marque ou avec quelques partenariats sur des acteurs, ok, on va voir avec une grande youtubeuse, un grand designer, mais ça dure sur une collection et c'est tout. Ça permet de faire de l'influence et rapidement de se faire connaître, quoi. Faire des pics de vente. Et surtout que c'était produit en Europe, pas en France, pas cher, sur des produits pas chers. D'accord. Donc leur positionnement c'était ok, vous voulez un t-shirt à 10 balles, vous aurez un t-shirt à 10 balles. Voilà. Et ça a marché pendant un moment. Sauf que eux ont été victimes de l'acquisition. C'est-à-dire pourquoi c'est tombé, c'est que ça leur coûtait trop cher en acquisition. Ils n'ont jamais été rentables et au moment où en fait l'acquisition est devenue trop chère, ils ont perdu de l'argent. Et là c'est là où ça a été compliqué. Le deuxième concurrent direct, ça va être des gens comme Monsieur T-Shirt qui sont assez proches de notre offre, en tout cas T-Shirt Corner. Mais là où on va se différencier, c'est que eux ont une approche très B2C. Pareil, marque en propre, c'est-à-dire que eux vont plutôt vendre principalement leurs marques. Nous, chez T-Shirt Corner, on a 40 marques. Il y en a une quinzaine qui nous appartient et le reste sont des marques indépendantes. Ce que tu appelles une marque, c'est des designers, c'est ça, des types de marques. Aujourd'hui, ce sont des vraies marques. C'est comme un Nike qui viendrait être distribué chez nous. Et ça veut dire qu'un t-shirt, t'as un exemple de un nom que je puisse utiliser? Par exemple, Square Up. Square Up, donc je peux le trouver à la fois sur le site de T-Shirt Corner, mais chez Square Up.
Mais chez Square Up. Ou en magasin s'ils ont décidé de faire du retail. D'accord. Exactement. On a d'autres qu'on va avoir que en exclusivité chez nous. Je pense à. Donc vous êtes un peu marketplace en fait. Vous êtes marketplace mais qui produit les designs. Marketplace producteur, expéditeur. Absolument. Okay. Ouais. Donc là on a ces deux acteurs là qui sont, je dirais, vraiment si on prend les plus notables en frontal. Après il y a des gens qui vont faire du t-shirt. C'est-à-dire tu as une idée de design, t'es pompier, tu fais je suis un super pompier, tu le mets sur Spreadshirt et là ou un Teasily ou autre, et là tu vas pouvoir Printful, je crois. Ou Printful, absolument, Printoclock, Printful. Enfin là il y a pléthore d'acteurs. Donc ça c'est des gens juste qui font de l'impression de t-shirts. C'est des imprimeurs. Ok. Eux, ce sont des imprimeurs. Et qui m'envoient à moi et à moi de redistribuer. Qui t'envoient à toi ou qui te proposent, ils te disent ton design est super, si tu veux, tu peux le laisser en vente chez nous, on te le produit, on l'enverra à ceux qui l'achètent et on te reversera une commission. Ok. Voilà. Mais ce sont des producteurs. Ils sont très bons dans ce qu'ils font et ça reste des producteurs. Il y a d'autres acteurs, après, qui sont plus institutionnels, des retailers qui vont faire que du t-shirt et qui vont vendre que ça. Et puis, il y a des plateformes assez multiproduits. Je pense à... Vistaprint, ce genre de. Alors non, je pensais plus à des plateformes de vente un peu urban street, etc., okay. Qui vont vendre un peu du t-shirt, de la doudoune, qui vont vendre un peu de tout, un peu comme un Citadium. Urban Outfitters. Urban Outfitters, exactement. Citadium en France, okay. Colette Online à l'époque, avant qu'ils ferment, etc. Voilà, donc ça, c'est des acteurs qui peuvent être aussi un peu plus généralistes, avec des paniers et des produits qui sont légèrement, même très légèrement plus haut de gamme, avec des prix qui sont plus importants que nous. Voilà, je dirais le panel aujourd'hui des acteurs, il va y avoir ça, il va y avoir des distributeurs, des producteurs-distributeurs, des producteurs, des imprimeurs et des plateformes de vente. Voilà. Et après vient se rajouter toutes les briques un peu très marketplace, comme tu le disais très justement, des gens qui vont dire nous en gros on veut pas voir passer un t-shirt, par contre on va vous mettre en avant et on a une autre entité qui s'occupera d'imprimer. Nous on s'occupe du juste de la plateforme qui met en avant les produits. Et donc sur la partie B2B, vous êtes les seuls ou presque les seuls? En tout cas, vous avez été les premiers à lancer cette offre? Alors, nous, on a été parmi les premiers à lancer une offre à 360 degrés. C'est-à-dire qu'on a une offre B2C, une offre B2B, et effectivement, et j'y viendrai après, une offre événementielle. Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé. D'accord. Et aujourd'hui, si on va en accélérer jusqu'en 2019, le ratio de ces trois offres, c'est quoi? Alors, donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le B2B existe depuis un peu moins de 2 ans maintenant. Ouais. Aujourd'hui, il représente 50% du chiffre d'affaires. C'est-à-dire donc, une croissance plus importante que le B2C. Très importante. Pourquoi? Parce qu'au début, on va chercher des contrats à 300 euros, 1000 euros, des petits trucs, des petites pièces. Aujourd'hui, on signe des Etam pour 50 000 euros. On signe des Winamax pour 25 000 euros. Mais alors, sur la production, c'est des produits événementiels, non, publicitaires, ou carrément c'est leur collection? Là, vous pouvez aller chez Etam et aller chercher nos t-shirts qu'on a imprimés, qui s'appellent... c'est toute la collection pour la Fashion Week, donc c'est des hashtags écrits en noir avec différentes punchlines, okay. Et que vous trouvez dans tous les Etam. Donc c'est-à-dire que vos clients vous utilisent vraiment comme un producteur de t-shirts, pas seulement de l'événementiel, quoi. Absolument. Okay. En fait, nous, les gens viennent nous voir, je vais être tout à fait franc, on fera pas le poids face à un atelier portugais ou chinois quand on a 3 ou 4 mois devant soi pour produire 15 000 pièces. On va être tout à fait franc. Par contre, si demain, Nike a besoin de personnaliser une centaine de parkas et 300 casquettes en 7 jours, il n'y a aucun problème, on les fera. Et on sait le faire et on le fait bien. Ça, il n'y a pas de problème. Et votre avantage, c'est du coup la disponibilité immédiate, à proximité. On est à côté, on fait des protos et on a vraiment mis le paquet sur le service. Ok. Donc, tu as dit 50% du CA sur le B2B. 50% aujourd'hui sur le B2C. Ouais. Et on a lancé il y a quelques semaines une offre donc, événementielle qui a fait déjà 100 000 euros de chiffre d'affaires. 100 000 sur les 1 million, 3 millions 5 que vous allez faire cette année. Exactement. Donc, un 7-8%. Ok. C'est ça. Sans pub, sans bizdev, sans rien. En SEO. C'est-à-dire, on a fait un site, on l'a mis en ligne et on a attendu que les mails tombent. Et on a fait 100 000 euros. Alors je souris parce que je trouve ça incroyable et je reprends le fil de mes pensées. C'est quoi l'événementiel et comment est-ce que tu expliques ce résultat? Alors d'abord, c'est quoi l'événementiel? L'événementiel aujourd'hui, donc encore une fois, l'idée c'était de faire un 360 degrés autour des mêmes métiers, les synergies qu'on pouvait avoir avec les machines, les produits, l'espace et les acteurs et les savoir-faire qu'on avait. Donc plutôt que de réinventer la roue, on s'est dit ça serait quand même vachement intéressant d'utiliser les mêmes machines pour l'ensemble des activités. Donc c'est ce qu'on a fait sur le B2C, le B2B. Et sur l'événementiel, on s'est dit
On a fait la foire de Paris, on a fait la Japan Expo, et là, on a vu... Mais comment ça vous avez fait ? On est allé, c'est-à-dire qu'on a payé un stand et on s'est dit, tiens, on va aller tester, on va aller imprimer en live, on va voir si ça marche, s'il y a de l'appétence. Alors, c'est une question con peut-être, mais ça fait quelle taille une machine ? Une machine, ça fait la taille d'une grosse table, ça fait 1m50, 1m60 de large, sur 1 mètre de profondeur et à peu près 1m40 de hauteur, et ça pèse une centaine de kilos. Donc une grosse table. Grosse table. Comme un gros... c'est ça, un piano, comme un piano. Comme un piano, ouais. C'est un peu comme un piano. Donc ça se déplace assez facilement. Et ça pèse combien ? Ça pèse une centaine de kilos. D'accord, j'ai imaginé ça. Donc ça, c'est l'impression pas laser. Numérique. Ouais. Ok, j'imaginais ça plus gros. Et du coup, vous déplacez des machines comme ça dans les salons. Ouais. Et tu l'alimentes avec des t-shirts. Il y a un bac à t-shirts. Et alors en fait, c'est comme une grosse imprimante. T'appuies sur un bouton, t'as un plateau qui sort, qui fait la taille d'un t-shirt, sur lequel tu viens enfiler le t-shirt. Ok. Comme les trucs comme les machines à... Comme un truc à repasser. À repasser, là, ouais. Exactement, comme un truc à repasser, t'enfiles le t-shirt. Là-dessus, via un ordinateur ou une borne, nous on a développé des bornes digitales tactiles. Mais via un ordinateur, t'appuies sur un bouton, ça envoie un fichier qui a été préalablement transformé au bon format, évidemment, qui est lu par la machine et qui, en fonction de la dimension du plateau sur lequel tu l'envoies, va imprimer un zoning. Donc si tu lui dis, je veux imprimer juste... Par exemple, là, sur mon truc, il y a marqué breu. Si je veux imprimer toute cette zone-là en breu, je vais lui envoyer toute cette zone-là, il va l'imprimer. Ok. Compris. Donc ça permet de... Donc cette partie-là, qu'est-ce qui s'est passé ? On s'est dit, on a les machines. Là, on est dans la période creuse. On était en plein mois d'octobre. Et on s'est dit, on va faire le salon du Made in France. Et on est allé faire le salon du Made in France et on a vendu des tonnes de produits. Donc, t'es sur le salon, t'as ton imprimante. On a l'imprimante. Les gens viennent nous voir sur le stand. Ça, c'est ton POC. Hein. T'as déjà fait un site ou pas encore ? On a un site qui est en ligne depuis 2 semaines qui s'appelle Prince Live. Mais au moment du Made in France, t'as pas de site. Non, on avait T-shirt Corner, quoi, mais c'est tout. T'es sur le salon avec ton imprimante. Ouais. Et tu proposes quoi aux gens ? Et on leur disait, écoutez les gars, c'est simple, venez et pour X euros, on vous personnalise tous les produits qu'on a là en vierge. C'est-à-dire du tote bag, du coussin, du t-shirt, du débardeur, du sweat, du body bébé, etc. Et les gens venaient, ils disaient, moi je voudrais un super paysan. Moi je voudrais un né le machin en France, etc., etc. Et du coup, on s'est rendu compte de l'appétence. On est un des stands qui a eu le plus de visites. Et on a multiplié l'expérience derrière. On en a redéplacé une. Là, c'était vraiment pour notre... C'est un salon B2B, on est d'accord. C'est un salon, oui, non, B2B mixte. et B2C. C'est-à-dire que pendant une période, il est ouvert aux professionnels et ensuite, il est ouvert à tout au grand public, ok. Et donc là-dessus, on s'est dit qu'il y avait forcément quelque chose à faire et on a lancé l'offre en POC, c'est-à-dire en l'intégrant. On parlait tout à l'heure de notre site atelier qui était B2B et on avait mis un onglet à l'époque, votre bar à print dedans. Et en fait, on n'a rien fait d'autre. Et les gens nous contactaient via ce site en disant « Ah bonjour, je m'appelle Française des Jeux. Mais vous avez eu un relais quelque part ? Non, on n'a rien eu, on n'a rien. Vraiment, là pour le coup, on n'a rien fait sur cette offre. Ok, donc attends, je prends juste un peu de hauteur. Donc vous avez déjà l'outil de production, il se trouve qu'il est transportable, vous avez une idée de verticale à tester. C'est ça. Vous allez la tester en live, donc vous payez un stand et vous allez... C'est ça. Tu y vas toi avec ton associé ? Qui y va ? On y va, une partie de l'équipe et nous on était sur place de toute manière pour tester. Tu testes auprès de gens qui sont potentiellement des clients B2B ou B2C d'ailleurs. T'as créé la page et il y a un onglet sur le site qui permet d'accéder à cette page. Ok, on en est là. On en est là. Et là, effectivement, c'est-à-dire qu'on fait absolument rien pour le développer. On n'a pas pris de commerciaux, on fait pas de pub payante. On laisse juste la page tourner. Et de temps en temps, on publie un truc sur Facebook en disant comme X, venez faire votre bar à print, etc. Et là, on se rend compte qu'au-delà de l'appétence qu'il y avait du public pour nous, T-shirt Corner, quand on déplaçait les machines, on s'est rendu compte que les professionnels avaient forcément un intérêt à le faire. Et tout à l'heure, on parlait on a un Jacques Attali ou d'autres qui parlaient de cette tendance de la personnalisation et de l'objet unique. Et on s'est dit, mais attends, il faut qu'on surfe là-dessus. On est éco-responsable, on fait du DIY, on fait de l'objet unique. Il faut qu'on crée une offre ad notum là-dessus. Et finalement, on s'est dit, ok, sortons cette offre événementielle bar à print de l'offre classique B2B et faisons-en une offre à part. Et c'est là où on s'est dit, ok, qui peut être intéressé par cette offre ? Pour nous, il y avait 3 acteurs. Le merchandising live, les gars comme le Hellfest, 1 million d'euros de t-shirts en 3 jours. Et là, on leur dit, ok les gars, n'achetez pas de stock en avance. C'est à quelle période le Hellfest ? C'est en été, c'est vers juillet, août, je crois. Quelque chose. Donc 6 mois. Non, vous avez commencé quand cette offre ? Cette offre, on l'a lancée l'année dernière. On a fait un POC, le POC en fin d'année, c'est ça ? Fin d'année, on a lancé. Et puis oui, c'est ça, oui. Et 1 million de t-shirts, tu dis le Hellfest, 1 million en valeur, hein ? En vente. En vente, d'accord. À 20 balles le t-shirt, ça fait 50 000 t-shirts en 3 jours. Ok.
Et donc, vous contactez le nous, LFF. ce qu'on leur dit, alors on aimerait bien travailler avec eux. D'ailleurs, s'ils nous entendent, appelez-nous. Nous, ce qu'on aimerait, c'est effectivement leur dire, les gars, affranchissez-vous de ces problèmes d'achat en amont, d'immobilisation de trésorerie et de stock. Puisque, vous n'allez pas savoir quel est le best-sell. 2, vous n'allez pas savoir s'il y a que des petits mecs ou des grands mecs, donc s'ils font du XS ou du XL. Et enfin, vous n'allez payer que ce qui a été vendu. Et au-delà de ça, on va créer en plus quelque chose de très ludique où les gens vont pouvoir venir et imprimer leur t-shirt directement devant eux. Donc derrière nous... Ça prend combien de temps d'imprimer un t-shirt ? 30 secondes. 30 secondes. Entre 30 secondes et 1 minute. Entre le moment où je le paye, je choisis, je le paye, au final, quelqu'un le prépare et j'attends 2 minutes. Et il y a un système on imagine des systèmes de queue où en fait avec un ticket, le gars peut venir le récupérer plus tard. Okay. Paiement en ligne, enfin voilà, tout est automatisé. Il suffit d'aligner quelques dizaines de machines pendant 3 jours et là-dessus, un opérateur derrière chaque machine, un réceptionniste qui dit ok bonjour monsieur, c'est celui-ci que vous voulez, on valide, c'est bien cette taille, cette couleur et c'est parti. Donc ça, c'est la première cible. La deuxième cible, ça va être l'événementiel. Donc exemple, on veut faire un événement un peu marquant où on veut rien vendre mais donner gratuitement et créer de l'événement. Et ben là, on va déplacer des machines et imprimer en live devant les gens. Et la troisième cible, c'est évidemment le retail et on le fait beaucoup avec Etam, Undies, Guerlain, Lanvin. On va déplacer des machines sur place et on va leur permettre d'augmenter. Sur place, en magasin. Dans leur magasin. Ok. Exactement. Et on va leur dire, ok, vous pouvez communiquer auprès de votre clientèle, etc. en disant que exceptionnellement, pendant tout le week-end, ils peuvent venir personnaliser des maillots de bain chez Undies. Et là, nous, on est là sur place et les gens viennent et ils disent, moi, je veux marquer. J'ai mon t-shirt unique, mais Etam. Etam, mais Undies, unique okay. Et imprimé sur place avec des encres bio. Ok. Donc ça, c'est la troisième offre. Ça, c'est les troisième offres qui sont toujours dans cette partie événementielle. Donc, fort de ces 3 offres-là, on s'est dit, il y a quand même des cibles intéressantes. Et surtout, ce qui est quand même très intéressant dans les 3 offres, si on parle de rentabilité, le B2C est très peu rentable parce qu'il y a beaucoup d'acquisitions, beaucoup de frais et ça participe aux charges fixes. Le B2C aujourd'hui correspond chez nous à un run. C'est-à-dire, c'est vraiment notre fond de roulement. Le B2B est une activité sur laquelle aujourd'hui on signe de plus en plus de contrats cadres et on signe de gros contrats donc qui nous apportent du flux. Attends, qu'est-ce qui était en run ? J'ai pas compris. Le B2C, le B2C aujourd'hui. Le B2C. Le B2C aujourd'hui nous permet d'avoir un run en fait. Ok. Le B2B aujourd'hui, grâce au dropshipping, on a du récurrent aussi. C'est-à-dire que tous les mois, on sait qu'on a à peu près le même volume qui va tomber. Sans effort commercial uniquement. Pas d'effort commercial là-dessus. Okay. Donc ça tourne tout seul. Et puis il y a beaucoup de bouche à oreille. Donc on rentre un dropshipper en moyenne tous les mois et demi en plus. Donc ça va relativement vite. Vous en avez combien à date ? Aujourd'hui, on en a une quinzaine. Et comment vous les avez signés ? Certains qu'on a chassés. Et d'autres qui sont venus nous voir. Je pense à Charlie Hebdo, ils sont venus nous voir. Believe Digital, ils sont venus nous voir. Le Rex Club, ils sont venus nous voir. Et d'autres qu'on est allé chercher. Donc, je pense à Green Pills, qui est un influenceur aussi qui a plusieurs pages Facebook et qui utilise un peu ce système communautaire. Où là, c'est nous qui sommes allés les chercher. Ou même décentralisés pour provinciaux oubliés, que je vous invite à aller voir, qui est très très drôle, qui déteste les Parisiens. Donc, c'est très drôle. Et eux, on les a approchés, on les a chassés pour pouvoir travailler avec eux. Donc, on cible un peu et on est capable de dire non. D'accord. Ça, c'est sur la partie B2B dropshipping. Donc, exactement. Tu as dit que tu avais le B2C en run, mais marge plus difficile. Et puis, en tout cas, c'est du B2C. Donc, forcément, c'est du volume. C'est les charges fixes, en fait. Le B2B et l'événementiel, du coup, qui arrive. C'est ça. Et le B2B qui est un peu plus rentable sur le long terme parce que, on a pas mal de run, donc pas d'effort commercial, pas d'acquisition. Et ce qui est le plus rentable, et on y vient, c'est l'événementiel. Pourquoi ? Parce que ce qui est le plus cher, c'est la montée en compétence et l'achat des machines. Une fois que vous avez le savoir-faire, les équipes et les machines, nous, on facture en moyenne une prestation une prestation basique de chez Basique, ça va être 1 500 € la journée. Pour une machine ? Pour même pas une machine, c'est une presse là. C'est un opérateur, une presse, il n'y a même pas de machine d'impression, c'est du transfert. Et puis ensuite, ça peut monter. On a fait par exemple le M Grenoble, l'école de management de Grenoble, pendant 1 mois, où on est resté 1 mois là-bas et on a imprimé 4000 t-shirts et ça leur a coûté à peu près 30 000 €. À l'école. Et les t-shirts étaient donnés gratuits. Gratuit pour les étudiants. Donc ça leur a coûté, tu m'as dit ? 30 000 €. Mais t-shirt inclus ? Tout inclus. Tout inclus. Nous, on fait des packages tout inclus. Ok, donc opérateur, machine, t-shirt, la totale. Ouais. Et là, on est en train de voir avec Cora pour mener des animations à Noël dans leur centre, pour faire des villages de Noël, etc. Donc l'idée, c'est ça, c'est d'avoir des activités qui sont complexes à aller chercher, difficiles à mettre en place, mais rentables, puisque là, ça va nous coûter, sur une opération comme le M Grenoble, ça nous a coûté 18-19 000 € de charges. 30 000 de CA. 30 000 de CA. 11 000, donc 30% de marge. 30% de marge nette, en comptant les salaires, etc. Ok. On rentrera un peu dans le détail après, mais pourquoi on laisse pas tomber le B2C ? Parce que ça nous donne cette légitimité d'e-commerçant.
C'est-à-dire que quand on va voir des dropshippers, quand on va voir un Etam, et qui nous demande un avis personnel en disant ouais, mais alors nous on aimerait bien lancer ce modèle-là, mais alors on ne sait pas quelle cible, est-ce que ça va marcher en retail, etc. Nous on leur dit nous on est e-commerçant, on peut vous proposer 2 choses. 1, de tester sur notre plateforme gratuitement, c'est-à-dire que nous on met en ligne et vous testez, ça vous coûte rien. Et 2, c'est de faire un essai entre le réel et le digital. C'est-à-dire qu'en boutique, on vend pas la même chose que sur le net. Par exemple, nous on a un t-shirt sur T-shirt Corner qui s'appelle Parfois je diverge, mais le plus souvent je dis bite. Bon en ligne, ça se vend vachement bien. En magasin, c'est compliqué. En magasin, beaucoup moins. Ouais. Ok. J'avais une question, mais elle m'a échappé. J'aurais pas dû regarder mes notes. J'aimerais rentrer un peu sur le B2C maintenant, sur tes canaux d'acquisition et leur efficacité. Mais avant ça, on m'a glissé une question. C'est justement le fameux Adrien qui avait lancé son t-shirt Colette. Enfin, j'ai braqué Colette. Mm-hmm. Comment t'expliques le retour à la mode de ces t-shirts un peu rétro Comment ça se fait qu'il y ait des gamins de 18 ans qui portent du Chirac, quoi? En gros, c'est ça ma question. La mode, c'est ce qui se démode. Je crois que c'est Cocteau qui disait ça. La mode, ça se démode et ça revient par cycle. C'est-à-dire que, pour la petite histoire, on a vidé la maison de vacances, la maison de famille de vacances il y a quelques mois parce que nos grands-parents sont partis. Et on est retombé sur des caisses de vêtements qui dataient des années 60. Je peux te garantir que tu les portes. Les 2/3 des fringues ont été piquées par les petits cousins et qu'ils les portent aujourd'hui. Okay. Et je pense qu'il y a 2 choses qui expliquent ça. La première, c'est que la mode est cyclique, donc ça c'est la première, c'est que ça revient régulièrement et que le pas de dev va revenir, que la salopette reviendra peut-être un jour, ou le pantacourt, Inch'Allah. Il y en a une au bureau là. Mais donc je pense que ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que ce sont aujourd'hui des icônes sociétales swag. C'est-à-dire qu'un Nirvana, un Kurt Cobain, un Chirac, un Obama. C'est affreux de mettre Obama, Chirac et Kurt Cobain dans le même panier. On prend un bon coup de vieux là. C'est le panier. Ouais. Mais ce sont des icônes plutôt swag qui sont devenues sensiblement intemporelles. Et qui sont un peu à la OSS 117. C'est-à-dire, on prend l'exemple de Chirac. Pour moi, Chirac, c'est... on a été interviewé d'ailleurs par Bruce Toussaint là, pour Chirac, sur les t-shirts Chirac, il y a quelques jours après le décès de Jacques Chirac. Et on parlait justement de ça. Et sa question, c'est sensiblement la même. Il disait, mais comment ça se fait que ça soit une icône aujourd'hui? Et on disait, parce que c'est une icône swag. Parce que c'est swag. Chirac, c'est cool. Il a ce côté un peu OSS 117, le côté vieille France, mais en même temps séducteur, un peu has-been, mais cool. Et du coup, je pense que ça plaît beaucoup. Et que c'est toujours plus sympa, je pense, à titre personnel. Alors, c'est une analyse personnelle, mais je pense que c'est toujours plus sympa d'avoir des t-shirts avec des personnages comme ceux-là qui permettent de dédramatiser la position quelque part de la personne qu'on a sur le t-shirt. Je veux dire, on a un t-shirt avec marqué keuf feu avec Trump. C'est pareil, je veux dire, Trump, il s'est bien vendu celui-ci, ou le poudre de perlimpinpin, etc. Je pense qu'il y a ce côté démystifiant d'un personnage ou d'une image, et ce qui fait que quelque part ça marche bien. Avoir un t-shirt Bob Marley aujourd'hui, ça apporte plus grand chose. Par contre, un t-shirt Chirac, c'est plus cool. Effectivement, et c'est toujours surprenant de voir ces gamins avec eux. Mais tant mieux, ça fait très vieux de dire ça, je devrais pas. Donc sur la partie B2C, quels sont tes principaux canaux d'acquisition aujourd'hui ? Alors B2C, comme je le disais au début, on a fonctionné exclusivement Facebook. Aujourd'hui, on fait... c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, pour introduire ça, c'est qu'on a 2019, on a fait un choix avec Alain, mon associé, c'est de réduire le chiffre d'affaires pour améliorer la marge. D'après ce que tu m'as dit tout à l'heure, vous allez finir l'année à 1,3 million, mais donc 650-700 000 sur le B2C. Exactement. Si je prends un panier moyen... 600 000 à peu près sur le B2B et le reste en événementiel. Ok. Donc ça fait entre 25 et 30 000 t-shirts. Je connais pas ton panier moyen, mais oui, tout à fait. Sur le B2C. Ouais, on sera à peu près à ça. Donc 2500 par mois dans ces eaux-là. On a 3 000 par mois en moyenne. 3 000 par mois, sachant qu'il y a des pics et des... C'est ça, et puis il y a des promos, des trucs, donc ça revient un peu moins cher. Donc vous prenez la décision de, pas forcément d'augmenter le volume, mais d'augmenter la marge avec Alain, ton associé. C'est ça. Et ça se traduit comment ? Alors ça se traduit par, on dépense moins sur Facebook pour forcément vendre un peu moins, mais on va dépenser moins en acquisition. Donc aujourd'hui, en acquisition payante, on a plusieurs leviers. On a Facebook, on a Google AdWords, on a de l'affiliation, on a du retargeting, on a du parrainage, de la relance de panier. Donc on a quand même pas mal d'outils qui permettent de relancer
Et enfin, il y a 2 étapes. Il y a faire venir le client et ensuite le relancer. Donc, pour le faire venir, on fait de l'acquisition et pour le faire transformer derrière, on a des outils de relance, parrainage, relance panier, accompagnement, code, etc. Parrainage, tu le mets là-dedans ? Ouais, moi je le mets dans l'acquisition. Oui, dans l'acquise. Dans l'acquise. Mais pas dans la transfo. Non. Ok. Retargeting, Facebook, Google Ads, affiliation, parrainage, et ensuite les outils côté site, relance, panier abandonné, ce genre de choses. Exactement. Et après, à côté de ça, alors ça, c'est tout ce qui est payant. Ouais. Et ensuite, on a beaucoup travaillé sur le SEO, sur les réseaux sociaux sans payer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même une communauté. Alors, je suis pas dans le binôme, c'est pas moi le gros spécialiste des réseaux sociaux, mais je crois qu'on n'est pas loin de 300 000 sur tous les réseaux confondus. Donc, ce qui fait quand même c'est pas énormissime, mais ça fait déjà une petite base de relance. On a je dirais une récurrence d'achat sur cette base-là qui est de 7%. C'est-à-dire que sur les 300 000 personnes, il y en a 7% qui achètent tous les ans. Sur les 300 000 qui sont sur les réseaux sociaux, ouais. il y en a 7%. 7% qui nous achètent tous les ans. Ok. Au moins une fois. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on note depuis 2-3 ans. Donc ça a tendance à grossir. On fait du 8% là cette année, donc ça va être pas mal. Sur les 300 000 que vous avez, donc followers ou fans que vous avez sur les réseaux sociaux, 8% achètent une fois dans l'année. Achètent une fois dans l'année, mais du coup, ça vous fait le... c'est pour ça que je te dis, le B2C, ça nous fait notre run. Ok. Et on dépense aujourd'hui, on peut parler de ratio, aujourd'hui on dépense entre 15 et 20% d'acquisition payante en B2C. C'est-à-dire que là où notre panier moyen aujourd'hui est à 40 euros... 15 et 20% de quoi ? Du panier moyen. Ah, d'accord. Donc aujourd'hui, notre panier moyen a vachement augmenté. Chez T-Shirt Corner, on est à 40 euros en panier moyen. Ah, c'est intéressant. Vous étiez à 27 il y a 2 ans. Tout début. Après, je te demanderai comment vous l'avez augmenté. Exactement. Et on est passé à 40 euros en moyenne, voire un peu plus. Et tu as dit donc... Et 15 à 20% grand max d'acquisition en fonction des périodes sur ce montant moyen. Donc, ce qui fait un maximum de 8 euros par panier. C'est hyper intéressant, je te remercie. Je résume, ou je reprends en tout cas. Le panier moyen est passé de 27 à 40 euros en l'espace de 3 ans. Ouais. Vous dépensez maximum, donc ça c'est un choix. C'est un choix. Ok, vous dépensiez plus avant. Oui, beaucoup plus. Mais vous voulez augmenter la marge. En tout cas... voilà, et on fait aujourd'hui le même chiffre d'affaires en dépensant moins sur Facebook. C'est-à-dire qu'on enfin d'un côté vous avez de l'historique, vous avez plus de SEO, vous existez, il y a du bouche à oreille. Et du coup moins cher. Capitalisé quoi. Exactement. Ok. 15 à 20% d'investissement par rapport au panier moyen en achat média. C'est ça. Et il y en a qui marchent mieux que d'autres. Enfin, plutôt, alors, pour pas tout dévoiler non plus, quels sont tes apprentissages, peut-être en termes de comportement d'achat selon les différents réseaux ? Alors, le mieux placé serait Alain, mais moi, ce que je peux en dire rapidement, c'est que y a des horaires. Évidemment. Il y a des horaires sur lesquels on va être plus pertinent. Il y a des périodes sur lesquelles on va être plus pertinent. Il y a des jours, nous, ça fait 4 ans qu'on le voit. Il y a des jours de la semaine, on vend que dalle. Donc, c'est simple. Maintenant, on a coupé les pubs ces jours-là. Mais tu coupes le jour même ou la veille ou le jour même. Enfin, oui, c'est une bonne remarque. La veille, pour par exemple, le vendredi soir, je vais couper jusqu'au dimanche midi. Parce que le samedi, ça vend pas historiquement. Donc, ça sert à rien de dépenser, c'est ça ? On vend. Sans dépenser. Sans dépenser. Ok. Donc, en fait, on s'est dit, on coupe, on fait le même chiffre d'affaires. Bah, coupons. Bah oui, évidemment. Mais tu connais la source de ce chiffre d'affaires ? Pourquoi les gens achètent le samedi ? Bouche à oreille ? Parce qu'ils l'ont mis dans un coin de leur tête ? Parce que... Alors, ça va dépendre. En général, nous, la meilleure journée, c'est le lundi. Ok. Parce que les gens doivent s'emmerder au bureau, je sais pas. Ils trouvent marrant nos t-shirts. Donc, ils y ont pensé tout le week-end et puis ils s'emmerdent en réunion. Tout le week-end, ils l'ont mis dans leur wishlist. On les a relancés 48 heures plus tard avec nos relances et du coup, ils y pensent. Et là, on a pas mal de ventes le lundi. On en fait très peu, par exemple, mardi. Mardi, c'est généralement assez calme. Ça, c'est structurel. Après, évidemment, ça bouge. Si c'est le Black Monday, forcément, le lundi va être énorme. Black Friday aussi. Donc ça va dépendre aussi un peu de cette périodicité-là. Mais donc tout ça, tu l'as testé ? Enfin, couper les investissements le samedi et réaliser que tu fais le même CA. Ouais, on a tout essayé, doubler, tripler, baisser, diviser par 2, couper 3 jours, couper 5 jours. Vous avez combien de personnes qui pilotent l'acquise ? 2. Ton associé ? Dont ton associé, Mon associé et mon associé et une autre personne qui s'occupe de la partie design, texte, mise en avant, etc. Ok, là, la création des assets pour les réseaux sociaux. Ok. Ouais. Donc il y a ce relais-là, cette partie-là qui est très, donc toute la partie payante, donc Facebook, on a dit AdWords, Google Shopping, affiliation, etc. Donc ça c'est toute la partie payante. Après on a évidemment le SEO, on a le bouche à oreille qui commence bien à marcher. Après c'est pas la première source de revenus, mais c'est vrai que on a quand même pas mal de gens qui disent j'étais au mariage de ma copine. J'ai vu que vous aviez fait ça, moi j'aimerais bien avoir ça, mais de telle couleur, est-ce que c'est possible ? Oui, pas de souci. Puis là, bon, après ça s'enchaîne. Donc ça, c'est assez simple.
En acquisition, on a également la visibilité extérieure. C'est-à-dire qu'on fait de temps en temps des partenariats. On en a fait avec Interflora, on en a fait avec Big Moustache. Voilà, on va. Alors Big Moustache, je veux bien voir, mais Interflora, vous avez fait quoi comme partenariat ? On avait fait un partenariat avec pour la fête des pères, où on avait fait une box cadeau où il y avait une boule avec des fleurs séchées ou je sais plus ce que c'était dedans et un t-shirt Papa au rhum dedans. On avait fait un autre truc pour la fête des mères où c'était un t-shirt et un ballon et avec comme des fleurs, mieux que des fleurs. Et en fait, t'ouvrais, donc mieux que des fleurs, ils proposent des ballons. Donc t'ouvres le paquet, là t'as un ballon qui s'envole à l'hélium. Et nous on avait fait donc le partenariat avec eux où ils avaient le t-shirt à l'intérieur ou un sweat, je sais plus ce que c'était. Et t'ouvrais, t'avais le t-shirt qui s'envolait avec le ballon. Ok. Donc partenariat sur lesquels vous vendez à coût ? Non, en général, on fait rien. Alors, nous, on a une politique. Alors, dans le binôme, comme je te disais, Alain s'occupe de tout ce qui est visible, marketing, etc. Moi, je m'occupe des sous. Et moi, ma philosophie, c'est on ne fait rien qui n'est pas rentable. Donc, en fait, à partir du moment où quelque chose nous coûte de l'argent, on le fait pas. Ok. À partir du moment où quelque chose vous coûte de l'argent, vous ne le faites pas. C'est-à-dire, si je dois payer, par exemple, si je dois payer pour avoir une pub sur RMC, je comprends, le ferai bien pas. sûr. En revanche, si tu vends à coût, donc à marge zéro, ça vous le faites. Okay. C'est ça. Par exemple, nous, on a des partenariats avec Fun Radio, RMC, Being Sport, etc. Où le deal, dès le départ, ça a été, nous, on est fans de ce qu'ils font. Eux, ils étaient fans de certains produits qu'on avait. Et on leur a dit, à ce moment-là, nous, quand vous avez besoin de t-shirts, de tote bags sur un thème, vous nous les demandez à hauteur de tant de volume par an. Et on vous les fera en échange de visibilité et on fait un rapport, en gros, combien coûterait une minute de diffusion sur BFM. Ouais. Combien coûterait tant de t-shirts et puis on fait un ratio quoi. Donc tu as de l'acquise, retargeting, Facebook, Google Ads, affiliation, du parrainage pour motiver Ça prend quelle forme chez vous le parrainage d'ailleurs ? On utilise un outil qui s'appelle ShopiMind. Oui, je m'en sors plus avec les Shopee et tout dans tous les sens. ShopiMind, qui est un outil français installé à Marseille, qui sont avec nous depuis le début, qui est très bien. Et qu'est-ce qui permet cet outil ? Tout. En fait, en termes de relance, à partir du moment où le client est venu sur le site, on peut à peu près tout faire. C'est-à-dire relance panier abandonné, relance anniversaire, relance commande en attente, avec différents triggers, différentes images, différentes réductions ou pas. Voilà, c'est vraiment un bel outil et ça coûte pas cher. Et ce sont des Français installés à Marseille, tu dis ? Ouais. Ok. Et vous avez quelle plateforme aujourd'hui ? Je t'ai pas posé la question. Alors, on a une galaxie de sites B2C, B2B événementiel. On a du PrestaShop et du WordPress. PrestaShop, on a des plateformes en 1.6 et en 1.7. On a du WordPress. Et le vaisseau amiral, c'est T-shirt Corner. Et là, vous êtes sur quoi ? PrestaShop 1.6. Ok. Marié dans l'année 1.7. My University qui est en développement 1.7. Alors, ce que tu ne dis pas, parce que tu me l'as dit avant, mais marié dans l'année, My University, voilà, ça, alors sont des verticales que vous attaquez. Exactement, c'est les nouvelles offres. Nous, notre positionnement, comme je le disais tout à l'heure, c'est Run Better, un acteur global, B2C, B2B, événementiel. Dans le cadre du B2C, aujourd'hui, on a une galaxie de sites qui va adresser différents segments. Donc, il y a T-shirt Corner, qui est vraiment the place to tea. On veut un thème, un t-shirt, on le trouve. Marié dans l'année, qui est fait pour les EVJF, EVG, mariage, pour pouvoir faire des commandes en volume à prix réduit sur des cotons bio et des encres bio pour les jeunes mariés ou futurs mariés. On a Rilbala, qui est une marque dédiée au poker. On est en train de développer My University, qui sera donc, comme son nom l'indique, dédié aux universités. Donc, tout ce qui est branding de BDE, etc. On travaille sur une problématique de région, une problématique des métiers, voilà. Ok, alors ça m'amène plein de questions. En termes de stock, enfin vous avez du coup une galaxie de sites dans différentes technos. Oui. Je peux retrouver des modèles sur un site et sur un autre ou chaque... Normalement, non. D'accord. Normalement, non. Peut-être que sur Marié dans l'année, il y a quelques modèles qui sont sensiblement les mêmes que sur T-shirt Corner parce qu'on fait de la vente croisée. Mais Rilbala, Cyril Bala, il y aura peut-être quelques produits sur T-shirt Corner, mais globalement, l'idée, c'est d'avoir quand même des produits, des images différentes sur des produits identiques. C'est-à-dire que ce sont les mêmes suites, les mêmes T-shirts, les mêmes débardeurs, les mêmes pantalons, tout ce que tu veux. C'est juste qu'on va imprimer une technique différente dessus. Ok. C'est quoi une technique ? Imprimer une technique ? Par exemple, ça, c'est du transfert. Alors, Nicolas montre son sweatshirt. D'accord. Le transfert, c'est cette espèce de plastique. Transfert, c'est avoir une notion un peu plastique. C'est pas directement intégré à la fibre. Donc, par exemple, si on veut donner des aspects un peu dorés, argentés, cuivrés,
on sera obligé de passer par du transfert parce qu'on peut pas imprimer ces aspects-là. Ces aspects métallisés, on pourra pas. Donc, par exemple, sur le site Marié dans l'année, on va beaucoup utiliser cette technique du transfert puisqu'on va beaucoup axer sur le côté doré, argenté, or rose, etc. Sur T-shirt Corner, on va principalement utiliser de l'impression numérique et c'est plutôt du LOL, quoi. C'est plutôt des trucs un peu marrants. L'idée, c'est d'être réactif par rapport à l'actualité et à l'humour. Ils sont en stock ou pas? Non, on n'a rien en stock. Il n'y a rien en stock. C'est-à-dire que tous ces sites, en fait, font des ventes qui arrivent, flux tendu, qui arrivent dans une machine et la machine imprime. C'est ça. Nous, on a développé un système. Alors, on est en train, pour être tout à fait exact, c'est un de nos stagiaires qui a pris l'initiative de démarrer un développement propriétaire pour transformer automatiquement les fichiers. Ce qui serait un gros paradigme chez nous en termes de technologie. Attends, je suis désolé. Ça veut dire que, exemple, toi, tu veux faire un t-shirt personnalisé où tu marques, je sais pas, Laurent Cosa Vostra, d'accord, tu nous l'envoies. Aujourd'hui, on a un graphiste qui va prendre cette image-là et qui va la transformer en fichier qui est lisible par la machine d'impression. D'accord, ok. Donc, il y a une opération manuelle qui se fait. Notre objectif, c'est d'automatiser ça. Donc là, le stagiaire en question est en train de travailler sur un développement spécifique qui, en fait, à partir du moment où toi, tu auras payé sur le site, que tu auras mis ton visuel Laurent Cosa Vostra, que tu auras validé, nous, en fait, l'image, elle arrive dans une petite moulinette. Il n'y a plus d'hommes. Il n'y a plus d'hommes. Elle est transformée automatiquement en fichier lisible par la machine. Et nous, on contrôle juste que le fichier source égale le fichier sorti. Donc, ton métier, c'est d'avoir... Je reviens sur le B2C, pardon. Ton métier, c'est d'avoir en stock un maximum de design, si on ne prend pas ceux qui sont, disons, uploadés par les clients, un maximum de design en bécane. Dans ton PrestaShop ou dans tes WordPress WooCommerce, tu crées en fait une association entre une taille, enfin un type de t-shirt, un type de textile, une déclinaison et le design, mais rien de tout ça n'est en stock. Donc en fait la commande se crée, littéralement au moment où je paye. Au moment où tu as payé, la commande est validée et là ça passe en production où nous en fait on a un stock tampon d'une quinzaine de jours de base vierge qui est de t-shirts, de sweatshirts dans différentes variations, couleurs et tailles, qui est commune à tous les sites. Même toutes les offres, je dirais. 10 ou 15 jours, on parle de 2002 à 3000 pièces. Je sais pas, 1500 à 2000 pièces. Exactement, oui, c'est à peu près ça. Ouais, okay. Tout à fait. Ouais, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Ventilé, alors on a un peu plus parce que par exemple, pour du suite, quand tu as du XS au triple XL, on est obligé d'en avoir quand même un peu plus. J'imagine qu'on achète plus de sweats en hiver et plus de t-shirts en été. C'est ça. Okay. Ouais, il y a vraiment des pics de consommation sur différentes typologies de produits, mais en gros, c'est à peu près ça. Nous, on a ce stock tampon qui est immobilisé chez nous. On le réachalande dès qu'on en a besoin. Et ce sont les mêmes pour le B2B, le B2C, l'événementiel, les différents sites. Enfin, tout le monde est sur la même base. En fait, ce qu'on va dupliquer, c'est les méthodologies, les savoir-faire, les machines. Et ce qu'on va changer derrière, c'est l'image, la communication et le produit final. Donc tu peux te permettre maintenant que tu as depuis toujours d'ailleurs, mais d'attaquer différentes verticales, d'où My University, Marié dans l'année. Ok. Et sur tes canaux d'acquisition, pour y revenir, est-ce qu'ils varient en fonction de ces verticales ? Oui. B2C, on va faire beaucoup d'acquisitions, tous canaux confondus, tout ce que je t'ai lissé. Ok. D'accord. Mais Marié dans l'année versus T-shirt Corner ou versus pareil, University, c'est les mêmes canaux. On a même Amazon maintenant, j'ai oublié de te le mentionner, mais on a Amazon. On vend sur Amazon maintenant aussi. On a déposé des produits sur Amazon. Qui n'existent pas physiquement, qui sont créés au moment d'impression. C'est une bonne remarque. On a les deux. C'est-à-dire qu'au début, on a appliqué ça. Et en fait, si tu veux être Prime, il faut que tu aies du stock chez Amazon. Ok. Donc, comme Prime, c'est cool, parce que tu vends mieux en Prime. Alors, Prime livré dans l'heure ou Prime Non, Amazon, Prime le lendemain. Prime l'abonnement, ouais. Prime livré le 24 heures, le lendemain. Donc, du coup, on a imprimé un peu de stock sur un ou deux produits, donc très limités, sur lequel, en fait... Alors, qu'est-ce que je peux chercher ? Là, tu peux chercher, par exemple, ma bite et mon couteau. Et il doit y avoir du Chirac Cheffé, sinon. Ah, tu vas l'avoir là, je pense. Si tu mets t-shirt. Alors, je suis en décalé. Bon, peu importe, oui, il est là. Ouais. Donc, Prime t'impose d'avoir du stock. Ouais, ça veut dire que vous prenez vos meilleures ventes ? Oui, en général, on se dit, ok, qu'est-ce qui va marcher sur Amazon ? Par exemple, le Chirac Cheffé, un chef, c'est fait pour cheffer. Après le décès de Chirac, il a été surdemandé. On en a beaucoup vendu. Et du coup, là, on en a envoyé quelques-uns à Amazon. Voilà, il est là. Ouais.
sur la marque T-Shirt Corner. Donc, c'est la partie marketplace. Absolument. Ok. Donc là-dessus, on va avoir différents canaux. Ça va être un peu différent. B2C, c'est sensiblement à peu près tous les mêmes. B2B, on fait un tout petit peu de Facebook. Ok. Où là, on va faire une pub, par exemple, vos 10 t-shirts à partir de 5 € pour votre société, relooker vos équipes, etc. Et l'événementiel, on n'en avait pas fait. Là, on commence un petit peu à en faire quelques-unes, où là, on parle de bar à print, d'événementiel, de soyez disruptifs, marquez les esprits, etc. Et sur la partie B2B, donc événementiel, tu as aussi du coup une force de vente? Alors non, aujourd'hui, on n'en a pas. C'est toi? Alors c'est pas forcément directement moi. Aujourd'hui, comme je le disais, on fait pas beaucoup de BizDev. Moi, c'est mon métier à la base. J'étais plutôt directeur commercial, donc je faisais beaucoup de business développement. Là, on est en train de vraiment, là, comme on a lancé il y a quelques semaines le site, on est vraiment en train de s'organiser. On recrute une personne tous les 2 mois en ce moment, donc depuis 5 mois. Donc là, on est quand même passé en mode accéléré. Une personne tous les 2 mois depuis 5 mois. Ouais, ok. Donc là, et là, jusqu'à l'année prochaine, ça va être ça. C'est-à-dire tous les 2-3 mois, on recrute une personne. Donc vous avez un plan de recrutement? On a un plan de recrutement assez solide. On a le budget pour. On a la CCI qui nous accompagne aussi là-dessus. Et on a un impératif, c'est de développer le BizDev. Pour répondre à cette problématique dont tu parlais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre volonté, c'est de faire... Là, on a bien consolidé la marge, le business model, maintenant, il faut attaquer. Et là, l'année prochaine, on fait x2, mais avec des niveaux de marge qui sont les mêmes que sont ceux de cette année. Donc, vous visez entre 2,5 et 3 millions l'année prochaine, c'est ça? On va plutôt viser les 2 millions, histoire d'être sûr. Moi, j'aime bien annoncer des chiffres plus bas et arriver après avec des chiffres plus hauts. Manage your client expectation, et ton client, c'est tes investisseurs ou toi, si tu n'en as pas. C'est ça, okay. Exactement. Comment t'as fait pour faire passer en 2 ans le panier moyen de 27 à 40? Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'on a... en B2C. En B2C. La première, c'est qu'on a créé justement cette offre de personnalisation. C'est-à-dire qu'au tout début, on présentait des modèles. C'est-à-dire là, tu vois, le Chirac Cheffé ou des choses comme ça, ou ici, c'est Paris. Bon, bah, ça existait en modèle. On a le modèle qui est prêt. Les gens le prennent, tant mieux. On l'imprime, terminé. Et en fin 2017, début 2018, on a lancé l'offre de personnalisation sur T-Shirt Corner. C'est-à-dire que toi, en tant que particulier, tu arrives sur T-Shirt Corner et tu dis... par exemple, je veux personnaliser, je sais pas, Laurent, meilleur papa du monde, d'accord? Et ben, tu choisis ton prénom, la typo, la couleur, etc. T'as une case libre, tu mets ta typo, tu nous l'envoies. Et là, on a réussi à faire passer un sweat, par exemple, ou un t-shirt. Le t-shirt était à peu près à 20 €, là, il passe à 30. Le sweat était à 35, il passe à 49. Donc en fait, déjà, les gens sont prêts à payer un peu plus cher pour un produit qui est unique et qui fera un beau cadeau. Chez vous, tous les produits sont uniques en plus. Et chez nous, maintenant, quasiment tous les produits sont uniques. Donc en fait, c'est ce qui a fait que... Non, mais unique dans le sens aussi où même si c'est un modèle qui est sur étagère, il est imprimé au moment où il est imprimé au dernier moment, mais je veux dire, par unique, c'est ce visuel, je ne le verrai chez personne d'autre. Personne d'autre, ouais. Et ça va être aussi un peu notre force, ce que Monsieur T-Shirt, d'ailleurs, nous a pris, d'ailleurs, aussi en offre, quand ils ont vu que ça marchait bien. Et du coup, ça a permis d'augmenter le panier moyen assez fortement. On a également joué sur la gamme des produits complémentaires, c'est-à-dire de se dire, ah bah, la livraison elle est gratuite à 59 €, les gars, il te manque 7 € pour être en livraison gratuite. Et là, on pushait de l'information en disant, allez, prenez ce tote bag qui est à 9 € et la livraison sera gratuite. Et en plus, vous avez 20%, donc il vous revient à 7 €, plus intervenant, etc., etc. Et du coup, on a poussé à la complémentarité du panier. 2, à augmenter le panier par un produit qui est plus quali et en plus grand nombre. Et 3, on a lancé à l'époque, avant de lancer Marie dans l'année, l'offre mariage sur T-Shirt Corner qui a permis de faire aussi des paniers plus importants. Parce que le gars qui a acheté un sweat, là, il fait son enterrement de vie de garçon avec ses potes, il va en prendre 8. 8. Ouais, oui, 17. Ouais. Et il a 40% dessus. Donc, quelque part, nous, on y gagne parce que l'acquisition, elle est beaucoup moins chère, même si on fait 40%. Et lui, il est content parce qu'il a des t-shirts et des sweats beaucoup moins chers. Ok. C'était passionnant, on a abordé plein de sujets. Est-ce que tu te souviens de ton panier le plus what the fuck? Ouais. C'était un panier à 2300 € sur T-Shirt Corner et combien de produits? Alors il y avait une centaine de produits et on trouvait que le panier était super bizarre, et en regardant sur notre plateforme de paiement, on s'est rendu compte qu'il y a eu 29 tentatives de paiement de la part de ce mec-là sur une carte bleue qui venait de Côte d'Ivoire, installée en Bulgarie avec une URL aux États-Unis. Donc du coup, on a appelé notre gestionnaire de plateforme de paiement en lui disant on a un doute, est-ce que cette opération est frauduleuse? Et les mecs nous ont dit elle est pas frauduleuse, elle est hyper frauduleuse. C'est un opérateur qui est connu, l'URL était connue, etc. Donc on a mis la commande en stand-by, et pour information, on avait envoyé un message. Donc l'obligation, c'est de rembourser si on récupère le paiement. Donc on a refusé le paiement pour qu'il soit pas encaissé, et on a envoyé un message au mec en disant écoutez, on a du mal à savoir si c'est une vraie commande ou pas, sachant que voilà les informations qu'on a, c'est une carte américaine
américaine, vous êtes en Bulgarie, l'URL est aux États-Unis. Il y a tel et tel t-shirt. Si vous voulez qu'on vous envoie la commande, merci de nous envoyer une pièce d'identité en photo pour qu'on assure l'identité du payeur. On n'a jamais eu de nouvelles. Excellent. Je te remercie, on a échangé beaucoup d'informations. Jacques va devoir écouter tout l'épisode pour le publier jeudi. Ça fait 1 heure qu'on se parle, il va me taper. C'était très intéressant, je te remercie beaucoup. Nicolas Serre du groupe Run Better, qui édite T-Shirt Corner, Atelier T-Shirt, Prince Live, Marié dans l'année, My University, voilà. Merci encore et à très bientôt. Merci à toi, merci beaucoup, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire connaître autour de vous. Vous pouvez le noter et laisser un commentaire sympathique sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast de prédilection, ça nous aide à remonter dans les classements. Vous pouvez aussi partager le panier autour de vous par email, sur les réseaux ou un dîner, c'est ce qui nous aide le plus. Si vous avez besoin de vous faire accompagner pour votre stratégie digitale, votre site internet, vos tactiques marketing ou de contenu, n'hésitez pas à nous contacter sur le site de Cosa Vostra ou à l'adresse lepanier@cosavostra.com. À bientôt.